Bonjour ou bonsoir fidèles internautes, très ravi de vous savoir une fois de plus nombreux à avoir choisi TELAR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Comme vous le savez, tous ou presque, le décès du député candidat à la présidentielle de mars dernier au Congo-Brazzaville, j'ai cité Guy Brice Parfait Kolela, président de l'UDH Yuki, avait été attribué au Covid-19 selon la déclaration officielle du gouvernement congolais. Mais seulement, voilà. Face à cette disparition tragique, mais aussi dans les circonstances tout à fait suspectes, précédées, comme vous le savez, par les menaces de mort proférées par Firmin Ayessa, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, la famille de Guy Brice Parfait Kolela s'est vue obligée de recourir à l'autopsie du corps de la détueuse, dont les résultats se font encore attendre voici un mois. C'est ainsi que Droit de savoir revient sur cette affaire, oui, l'affaire décès brutal, mais aussi suspect, de Guy Brice Parfait Kolela. Un autre sujet pourrait être annexé à cette édition, c'est le Tchad qui fait la une. Nous allons traiter ces sujets avec Monsieur Modeste Boukadia, qui n'est plus à présenter, président du CDRC. Bonjour, Monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. L'élection présidentielle de mars dernier n'est plus qu'un souvenir, certes, mais au cours de ce processus, il y a eu le décès d'un candidat. Tout à l'heure, je parlais, donc je rappelais, le député candidat Guy Brice Parfait qui a trouvé la mort dans les circonstances qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore, mais vraiment élucidées. Le gouvernement congolais avait parlé du Covid-19. Écoutez, Monsieur Perrin, je voudrais dire que non seulement c'est l'expression démocratique qui a été assassinée, mais aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il est mort du Covid ou s'il est mort d'une autre maladie. La question est de savoir pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas tenu compte de la loi suprême dont il a la garde. Nous savons aujourd'hui, par la déclaration de M. Sassou, lors de, je ne sais pas si je peux appeler ça son investiture, que lui-même il a reconnu que M. Guy Brice Parfait Kolela était mort dans la toute dernière ligne droite. Quand on dit dernière ligne droite, l'objectif étant le 21 mars, ça veut dire que M. Sassou a reconnu que M. Guy Brice Parfait Kolela est décédé avant le 21. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette élection aurait dû être annulée. Et par cette phrase prononcée lors de cette cérémonie, en présence de ses amis chefs d'État, remet en cause la décision de la Cour suprême et met aussi en cause les dires des médecins ainsi que les dires de sa veuve qui avait déclaré qu'arrivé à l'aéroport du Bourget, on lui avait demandé de descendre de l'avion et par la suite, on est venu lui annoncer la mort de son mari. M. Sassou lui-même dit clairement devant ceux qui sont allés l'assister, y compris le représentant de M. Emmanuel Macron, que M. Guy Brice Parfait Kolela est bien décédé dans la toute dernière ligne droite, c'est-à-dire avant le 21 mars. Ce qui veut dire que la question que moi, personnellement, je me pose et je m'interroge énormément. Pourquoi la France a-t-elle accepté d'accueillir le corps, le cadavre de M. Parfait Kolela sur son territoire, sachant qu'il était mort avant? Oui, mais M. Boukadia, s'il vous plaît. M. Boukadia, lorsque vous parlez de la dernière ligne droite, annoncée d'ailleurs de manière officielle par Denis Sassou Nguesso, mais la dernière ligne droite, selon vous, c'est quand exactement, puisque le processus électoral prend fin à la validation des résultats par la Cour constitutionnelle? Non, M. Perrin. Vous voyez, je pense que tout le monde suit les courses de vélo, les courses de voiture. La ligne droite, c'est lorsqu'on traverse la partie, lorsqu'on coupe le cordon. Et pour une élection, la ligne droite, ce n'est pas la proclamation des élections, puisque là, c'est l'attente des résultats. La ligne droite, c'est là, lorsqu'on se bat, on se donne corps et âme pendant la campagne électorale
c'est le jour J qui est en ce qui concerne précédemment, donc le cas du Congo, c'est le 21 mars 2021. Ça, c'est la ligne d'arrivée. Maintenant, ceux qui viennent après, bon, nous avons franchi la ligne, mais en étant en deuxième, troisième, quatrième position. Mais quand on dit la toute dernière ligne droite, on est en train de voir que bientôt je veux atteindre cette ligne-là. Voilà. Oui, Monsieur Boukadia, tout à l'heure, j'ai rappelé que la déclaration du gouvernement de Brazzaville, la déclaration officielle, faisait état d'un décès par Covid-19. Vous avez dit le problème n'est plus à ce niveau, mais c'est exprès que je vous posais cette question parce que voici un mois que l'autopsie a été... Je vais terminer ma question. Donc, je disais, voici un mois que l'autopsie a été demandée et les résultats se font toujours attendre. Donc, quelque part, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça met du temps? C'est que ça peut durer pendant deux mois, peut-être plus. Vous qui êtes au niveau de la France, certainement que vous avez quelques bribes d'informations sur ce qui se passe à ce niveau. Bon, d'abord, je voudrais noter que nous sommes en France et en France, on nous a confinés parce qu'il faut éviter les attroupements des gens. Ça crée des foyers d'infection par la COVID-19. Mais nous constatons que tous les partenaires, tous les amis proches, tous les militants, tous les conseillers de M. Parfait Kolela qui étaient avec lui, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à présent, personne n'a été déclaré comme atteint de Covid. Donc, cette situation de M. Parfait Kolela nous interroge énormément, puisque en France, on nous dit, et de par tout le monde, qu'il ne faut pas être plus de 6 personnes ensemble pour éviter le développement de la transmission. M. Parfait Kolela, comme les autres concurrents, ils étaient nombreux. Même si je prends le dernier partenaire de M. Parfait Kolela, M. Jean-Jacques Yombe Opango, était tout près de lui. Ils ont murmuré ensemble. Mais on n'a pas entendu que parmi les membres présents auprès de M. Guy Brice Parfait Kolela, ils sont atteints de Covid. Et donc, ça nous interroge lorsque on dit que M. Parfait Kolela, certainement que les autres sont très résistants. Mais il y a aussi une chose qu'il faut observer. Quand il est arrivé du Bourget, on l'a conduit directement dans un hôpital militaire qui est spécialisé dans la recherche des empoisonnements. Hein. Puisque si je me réfère uniquement à la déclaration de la veuve Kolela, qu'on lui a annoncé le décès de son mari après l'avoir fait descendre. Donc, logiquement, on aurait dû l'amener soit à la Riboisière ou je ne sais pas quel hôpital parisien pour trouver un médecin pour constater le décès. Ou alors, puisque au niveau de la morgue officielle, il y a aussi des médecins qui sont là pour constater les décès. Alors, les interrogations, pourquoi il est allé à l'hôpital de Clamart, un hôpital militaire spécialisé dans la recherche des poisons. Oui, mais monsieur Boukadia, dans tous les cas, je sais que vous êtes en France, vous devrez avoir quelques bribes d'informations, même s'il y a confinement, mais l'Internet fonctionne, donc on peut toujours être en contact avec le monde. Bien que cela soit virtuel, vous devez avoir quelques informations. Voilà pourquoi nous voulons savoir à quel niveau se trouve cette situation, parce que ça commence un peu à polémiquer dans la masse pour dire mais pourquoi les résultats mettent assez du temps. Non, tout simplement, il faut quand même... Et pourquoi on garde un corps qui, soi-disant, serait, aurait succombé par le Covid-19? Vous savez très bien que quand quand quelqu'un est mort du Covid, on l'enterre vite, enfin bref. Je voudrais dire ceci. Pour ce qui est de la recherche, par exemple, d'une cause par empoisonnement, il y a des prélèvements qui se font et ces prélèvements mettent beaucoup de temps par différentes techniques. Donc, il faut attendre environ 2 mois. Bon, je sais, en connaissance de cause, je suis scientifique moi-même. Donc, il faut attendre une certaine durée qui peut aller jusqu'à 2 mois. Et tant que toutes les analyses n'ont pas été faites, les légistes ne peuvent pas délivrer la réponse pour laquelle la personne est décédée. C'est en tout cas, à ma connaissance, selon donc mes avocats que j'ai consultés, ils m'ont fait savoir que pour l'instant, ils sont à la recherche, ils sont en train d'étudier les prélèvements et cela prend beaucoup de temps. Et je pense que n'importe quel
biologiste que l'on demanderait dirait la même chose. Donc, pour l'instant, on voit bien que si c'était dans le cas du COVID, la solution, on aurait pu déjà donner. Mais ce que je regrette, Monsieur Perrin, c'est que Monsieur Sassou disait que Monsieur Parfait Kolela était son fils, qu'on lui avait laissé. Mais je ne l'ai pas vu verser une larme. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu sa voix trembler, comme quand sa voix tremblait lorsque il avait perdu Edith Sassou. Alors, lors de la dernière interview, il a dit que c'était son fils et qu'il regrettait cette mort. Oui, Monsieur Sassou, Monsieur Perrin, pardonnez-moi, laissez-moi ces histoires. Non, si véritablement il avait de la peine pour soi-disant ce fils-là, il aurait agi autrement. Il y a quand même son premier ministre réel, M. Firmin Ayessa, qui l'a menacé de mort. Et vous savez, quand vous menacez quelqu'un de mort et que la personne meurt, on ne cherche plus où se trouve l'assassin. Dans un pays, n'importe quel pays du monde, quand vous menacez quelqu'un directement, on va vous faire boire de l'eau par les narines, dans le nez, ça veut dire nous allons vous tuer, et que quelques 3 ou 4 jours après la personne décède, il ne faut plus chercher que ce soit du Covid ou quoi que ce soit. L'assassin est tout trouvé. Si véritablement M. Sassou considérait M. Parfait Kolela comme étant son fils, la première des choses qu'il aurait fait, c'était de prendre des décisions vis-à-vis de l'assassin de son fils, qui est M. Firmin Ayessa, puisqu'il a menacé. Ce n'est qu'après les enquêtes qu'on peut dire effectivement ce n'est pas M. Firmin Ayessa. Mais dans tous les pays du monde, le premier suspect, c'est celui qui a proféré les menaces. Et là, les menaces, il a fait en plein jour. Mais ceci étant, je pense qu'il est grand temps de cesser cette politique-là. Quand vous ne partagez pas le même point de vue, on vous envoie à la morgue ou on vous envoie à la prison comme ce que vous venez de citer. Il y a M. Jean-Michel Marie Mokoko, M. Okombi Salissa, les journalistes, Malonga, le médecin qui est proche de M. Joy Ebina, toutes ces personnes-là, sans oublier les militaires qui étaient avec le colonel Nsourou, qui croupissent en prison parce que on ne partage pas le même point de vue. Nous savons, et ce n'est qu'un secret de polichinelle, les partis politiques au Congo-Brazzaville ont une base régionale. Aujourd'hui, un grand leader, pour la personne de Guy Brice Parfait Kolela dont nous parlons aujourd'hui, vient de s'en aller. Un des leaders qui représentait valablement cette partie du Congo-Brazzaville et parmi lesquels d'ailleurs vous-même aussi, Modeste Mukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, un de vous vient de partir. Quel avenir politique pour la partie sud du Congo-Brazzaville? Écoutez, moi, ce n'est pas ma politique d'être de la partie sud ou de la partie nord. Moi, je travaille. J'ai bien dit que nos partis ont toujours une base régionale, dans tous les cas. Ce n'est qu'un secret polichinelle. Oui, certainement. Mais je vous rappelle que le CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo, est un parti qui s'est structuré en fédération, c'est-à-dire que chaque région est une fédération. Et dans notre parti, toutes les régions du Congo sont représentées. Mais quoi qu'il en soit, vous avez parfaitement raison, puisque c'est M. Sassou qui a ethnisé la population du Congo. C'est lui qui a ethnisé de telle sorte que les partis politiques deviennent plus ou moins régionalistes. Je pense qu'il n'y a pas de vide dans la partie sud du Congo. Et puisque vous me parlez de cette partie sud, vous savez, en 2013, j'avais tiré la sonnette d'alarme, disant que la manière dont M. Sassou était en train de procéder, en ramenant toutes les structures nationales au niveau du PCA d'Oyo, rendait fragile la République. Et que s'il en était comme ça, il était mieux dans ces conditions que pour que chaque population, et vous qualifiez que les partis sont de type régional, que chacun se retrouve dans une décentralisation administrative, financière, concrète, réelle, ce que j'avais appelé la partition, en mettant en place le concept du Sud-Congo, dont je suis fier d'avoir posé les bases, parce que ça faisait réfléchir, puisque j'avais constaté que quand on tue les ressortissants du Sud, la partie Nord se taisait. Quand j'étais en prison, il y avait le commandant Lys, qui était donc, je ne sais pas s'il est toujours, le patron de service de la DST de la zone de Pointe-Noire, le commandant Lys, qui était venu
m'interroger de manière arbitraire alors qu'il n'avait pas le droit. Il m'avait dit que je voulais diviser le pays. J'avais dit non, je n'ai pas voulu diviser le pays. J'ai pris la défense des gens qu'on tuait, qu'on assassinait. À l'époque, se trouvait donc à la présidence du Congo, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Justice. À l'époque, c'était M. Emmanuel Yoka. J'avais dit ceci, qu'on me donne l'exemple d'un cadre du Nord marié avec une femme du Sud ou d'un cadre du Sud marié avec une femme du Nord et qui a dit à M. Sassou, ne les tuez pas, nous avons de la famille là. Si vous me donnez un seul exemple, alors je pourrais revoir ma position. Le commandant Lys avait été incapable de me donner un seul mot, un seul nom pour me montrer, pour me dire telle personne s'est opposée à M. Sassou pour qu'on ne tue pas les gens du Sud. Donc, et je tiens à vous dire que cette position sur le Sud Congo, j'aurais pu prendre la même position si on tuait des gens de Makwa ou du Fondo ou de Kélé, parce que c'était la défense légitime. À ce moment-là, moi, je pense que si le débat avait été pris par les intellectuels, au lieu de m'envoyer aux hégémonies, je crois qu'aujourd'hui, nous n'en serons pas là. Je crois que M. Parfait Kolela n'aurait pas été assassiné. Vous savez pourquoi? Il y a quelque temps, on disait sur les réseaux sociaux, jamais il n'y aurait un président ressortissant du pôle. Ce n'est pas grave si le pays se développe. Mais on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, jamais aucun ressortissant du Sud ne pourra présider au destin de ce pays. Ça veut dire que... ce n'est pas la position officielle. Ce n'est pas... Monsieur Perrin, il faut bien comprendre. Vous savez, on commence à distiller des petites choses comme ça pour vous habituer à ce que vous vous rendez compte que non, il n'y a que les ressortissants du Nord qui peuvent présider aux destinées de ce pays-là. Je ne pense pas à cette République-là. Je ne me bats pas pour cette République-là. Je n'ai pas été en prison arbitrairement pour cette République-là. Je veux une République, je propose une République où tous les citoyens de ce pays doivent avoir les mêmes droits jusqu'à prétendre être président de la République. Il n'est pas question que certains, lorsque on proteste contre une partie, on vous traite de victimaire. Ça, c'est inacceptable. Et ce qui est encore inacceptable, c'est que ces propos se propagent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et il y a la police française qui est chargée de la criminalité, qui ne dit absolument rien. C'est pour ça que je trouve que cette situation qui est arrivée au Congo, la France est aussi complice. Parce que si la France avait fait... Vous savez, monsieur Christian Perrin, puisque les gens disent qu'aucun homme du Sud ne peut être président et que monsieur Parfait Kolela était en mesure de gagner cette élection, dès lors où il s'est allié avec monsieur Jean-Jacques Yombi Opango, il était en voie d'être élu, on l'a assassiné. C'est parce que, entre-temps, il y a ces idées qui ont circulé sur la toile, sur les réseaux sociaux, qu'aucun homme du Sud ne pouvait être président. Et alors, quand on a vu M. Parfait Kolela être à la porte de la présidence, à la toute dernière ligne droite, M. Firmin Ayessa a fait ce qu'il fallait faire pour que le pouvoir reste au nord. Voilà la réalité. Puisque vous rappelez encore les élections, parlons-en. Vous êtes parmi ces leaders qui ont appelé à la désobéissance civile, qui avait d'ailleurs été largement suivie par la population congolaise. Nous savons, il y a eu à peine, mais vraiment pas plus de 20% des Congolais qui se sont rendus donc dans les bureaux de vote. Cela veut dire que le mot d'ordre avait été suivi. Mais pourtant, cela n'a pas empêché Denis Sassou Nguesso de s'autoproclamer président pour un nouveau mandat. Comment entendez-vous désormais œuvrer, puisque il est aujourd'hui, en fait, tout le monde s'accorde de dire que finalement les élections au Congo ne servent à rien. Comptez-vous encore sur un dialogue? Je discute avec beaucoup d'amis, beaucoup de compatriotes de toutes les régions. D'ailleurs, tout le monde est d'accord pour que nous trouvons une solution, c'est-à-dire le départ de M. Sassou d'une façon ou d'une autre. Mais lorsque je leur propose de passer au concret de cette décision-là, les gens commencent à demander à réfléchir. C'est là où il y a la difficulté. Donc, effectivement, comme vous le rappelez, le peuple congolais a entendu et a appliqué la désobéissance civile. C'est la raison pour laquelle, du reste, M. Mboulou n'a pas jugé utile d'ouvrir les urnes qu'ils avaient pré-remplies parce que, comme il n'y avait personne, on ne croirait pas. Cela n'a pas empêché M. Sassou de tricher. Mais pensez-vous que le problème soit résolu? Vous voyez ce qui se passe au pays? Jamais le Congo, dont on connaît l'histoire avec la France, n'a proclamé
ouvertement à bas la France, à bas les Français, mort à la France, mort aux Français. Ça, c'est des sentiments forts, ça. Ça veut dire que la France aujourd'hui, tout ce que nous vivons, comme tout ce qui se vit de par ailleurs, et de la responsabilité de la France. Mais je reste ouvert et je pense que la France est en train doit reviser son logiciel parce que elle doit comprendre que les Noirs d'aujourd'hui, ce ne sont plus les Noirs de 1945. Ce ne sont plus les Noirs que la France colonisait. Ce ne sont plus les Noirs que la France prenait comme esclaves. Les Noirs d'aujourd'hui, leurs enfants font des études dans des pays anglo-saxons. Et ces enfants-là considèrent la France comme n'étant pas comme une puissance. Que finalement, ces enfants-là considèrent la France comme étant presque une république bananière. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants ne respectent plus la France parce que la France ne veut pas qu'on la respecte. Je disais il y a peu de temps à la place de la République que le sentiment anti-français sur le continent africain est généré par la France elle-même. La France a oublié que c'est la France qui a créé le Koulibaly. Et aujourd'hui, les Noirs de l'Afrique centrale sont en train de copier ce que font les Algériens. Voilà ce qui va arriver. C'est pour ça que... Probablement, Monsieur Boukadia, probablement qu'on y reviendra, dont bien sûr le sujet du Tchad. Mais dites-moi, tout à l'heure vous nous avez rappelé d'ailleurs votre séjour dans les prisons congolaise. Vous avez été condamné à 30 ans de travaux forcés et pour sortir de là, il a fallu l'intervention des États-Unis et de la France, j'allais dire, de l'Élysée, au point où Donald Trump personnellement a dû prendre le dossier en main, lançant donc un ultimatum à l'Élysée: si vous ne sortez pas, je laisse les points de suspension, peut-être que vous nous en parlerez, mais aujourd'hui on se retrouve avec le général Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa, et tout récemment des Congolais ont été arrêtés, jusqu'aujourd'hui détenus. Il y a donc Chris Dongui, nous avons le docteur Alex Nzabana, Jean-Louis Paca, vous l'avez d'ailleurs rappelé, Florian Nyangwila, et bien d'autres. Il y a aussi l'abbé Joseph Ndinga et bien d'autres prisonniers politiques. Pourquoi n'adopterez-vous pas la même démarche pour prétendre obtenir leur libération? Quand on fait un travail, on n'est pas obligé de le crier sur le toit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même, il faut pour que les Congolais apprennent à prendre des responsabilités. Vous savez, je m'étais engagé pour faire libérer le général Jean-Michel Marie Mokoko. Il y a un Congolais qui est venu me voir, accompagné, lui, par un ancien Congolais qui travaillait aux Nations Unies. Et moi, j'étais avec des amis israéliens. Ce Congolais-là est venu me dire, je cite, « Modeste, ne t'occupe pas de la libération de M. Mokoko. Si jamais tu le fais et que Sassou le sache, et si on le tue, tu serais responsable de cette mort-là. » Alors je lui ai répondu, écoute, il m'avait dit que c'était la volonté de sa famille, de la famille du général Mokoko. Je lui ai dit, écoutez, je vous remercie de m'avoir mis au courant, mais la volonté de faire quoi? Non, j'avais entamé des démarches pour faire sortir le général Mokoko, mais un Congolais, accompagné lui de son ami, et cet ami-là était un ancien fonctionnaire des Nations Unies, un ami congolais. Et moi, j'étais à mes côtés, puisque quand je parle avec les Congolais, je préfère être avec des amis à moi étrangers, parce qu'avec les étrangers, ils ne peuvent pas changer de choses. Et donc, ce Congolais-là m'avait dit de ne pas m'occuper du général Mokoko. Si jamais je m'en occupais et que Sassou le tuait, j'en apporterais la responsabilité. Et j'avais pris donc acte de cette mise en demeure qu'on m'avait faite de ne pas m'occuper du général Mokoko. Donc, je voudrais bien que je m'occupe de certaines choses. Puis, il y a certaines choses que je fais que je ne dis pas. Non, mais est-ce que donc cela, si j'ai bien compris, cela vous a retenu dans votre démarche et vous pensez que c'est normal? Écoutez, quand le responsable de la famille vous dit que vous ne vous en occupez pas, comment voulez-vous faire? Oui, mais Jean-Marie Michel Mokoko n'est plus seulement un membre de la famille, de sa famille. C'est désormais une personnalité publique. Alors, et sur qui les Congolais comptent. Alors, monsieur Christian Perrin, dites-le.
aux Congolais. Dites-le aux Congolais. Qu'est-ce que moi je proposais quand je leur disais, écoutez, si nous voulons régler le problème du général Jean-Marie Mokoko, même son avocat, Maître Tricot, il avait dit à Maître Tricot, allez à la conférence internationale. Nous avons proposé la conférence internationale pour qu'on règle l'ensemble de ces problèmes-là. Mais que font les gens? Les gens traînent les pieds. En fait, je pense que c'est bien de les maintenir en prison parce que ça leur donne une existence pour parler par ici, par là. Il y a des démarches qui se font par rapport à votre question que vous avez posée. Je redis que la question est encore pendante de l'élection, de la mascarade, de la victoire de M. Sassou. Parce que jusqu'à présent, puisque vous l'avez redit, les 20% qui sont allés voter ont voté M. Guy Brice Parfait Kolela président. Vous pensez que les partisans de Yuki vont laisser passer leur victoire? Surtout que M. Parfait Kolela, sur le lit de la mort, leur avait dit allez voter, ils sont allés voter, ils ont gagné. Oui, mais savez, malheureusement... Je crois que sur la Constitution, la déclaration des Nations Unies, il y a une clause qui dit que lorsqu'on se trouve devant une dictature et le régime de Brazzaville s'en est une, les citoyens doivent se saisir de l'insurrection, qui est une arme politique. Ce n'est pas une atteinte à la sûreté de l'État. Là, dans cette situation-là, où M. Sassou n'a pas gagné les élections, le peuple a le droit de se soulever. C'est son droit le plus absolu. Je suis même étonné qu'il ne l'ait pas fait depuis. Peut-être qu'ils sont en train de se préparer. Allons beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une situation très grave. C'est que le gouvernement a reconnu qu'il ne peut pas payer les arriérés des salaires. Le gouvernement a reconnu qu'il est incapable aujourd'hui d'assurer la santé des Congolais, qu'il est incapable d'apporter de l'eau, qu'il est incapable d'apporter de l'électricité, qu'il est incapable de construire, de donner une éducation, de donner des formations aux Congolais. D'ailleurs, je suis étonné que lors du discours de M. Sassou, de son investiture, la façon dont il a abordé les questions économiques, on croyait que c'est la première fois qu'il prend le mandat de président, alors qu'il est là depuis 35 ans. C'est ça où je n'arrive pas à comprendre. Alors, on va parler un peu de l'attitude de la France, partenaire traditionnel. Nous avons, donc le Congo a quand même des relations séculaires avec la France. Je ne sais pas si ce matin vous avez suivi Jean-Yves Le Drian qui parlait en fait d'un acharnement insupportable faisant allusion à l'affaire de l'opposant russe, Alexei Navalny, qui est en prison et qui serait, je crois, malade. Alors, Jean-Yves Le Drian est allé jusqu'à menacer la Russie de sanctions si jamais l'opposant russe venait à décéder. Dans le même temps, nous avons une situation dont nous parlons d'ailleurs d'un candidat, sinon de l'opposition congolaise, Guy Brice Parfait Kolela, qui est mort en plein processus électorale. Et aujourd'hui, comme on l'a dit d'ailleurs, nous attendons encore les résultats de l'autopsie. Et jusqu'aujourd'hui, la France n'a rien dit à ce sujet. Comment vous interprétez cette diplomatie à double vitesse de la France? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? D'abord, je voudrais dire ceci. Je voudrais rappeler à M. Jean-Yves Le Drian que M. Guy Brice Parfait Kolela était français. Et en plus. Il était français, et peut-être parce qu'il était noir, donc c'est un Français de seconde zone, puisque dans la technostructure de l'État, les Français noirs sont des Français de seconde zone. Il n'a aucune importance sur la Constitution française. Et je le dis en connaissance de cause. Parce que quand j'étais en prison, mon épouse avait fait valoir que j'étais français. On m'avait dit, oh, c'est un Français. Il est français à peine 5 ans. L'ambassadeur de l'époque avait oublié que j'étais français à ma naissance. Donc, ça veut dire que pour les Noirs qui se considèrent français, il faut qu'ils fassent attention avec l'État français. Les Noirs étaient utiles lorsqu'il fallait défendre la mère patrie en 1945. Aujourd'hui, le Noir est devenu une charge, sauf pour aller chercher les richesses là-bas. Et je suis étonné que M. Jean-Yves Le Drian puisse menacer la Grande Russie. Bon, mais il faut bien qu'il parle quand même. Il faut qu'il existe. Mais aujourd'hui, la grande question que se pose pour la France, pays que je respecte, puisque moi, mon parrain, c'était un vrai patriote, un vrai gaulliste, Monsieur Pierre Messmer. Ça, c'était des gens qui aimaient la France et qui avaient une ambition pour la France. La question que je me pose, est-ce que
M. Jean-Yves Le Drian a une ambition pour la France. Si M. Jean-Yves Le Drian a une ambition pour la France, alors il doit faire évoluer le logiciel de l'administration française, qu'on mette en place un processus qui permette à la France de se faire aimer par l'Afrique. Or, aujourd'hui, la politique, la diplomatie française est en train d'éloigner les Noirs de l'Afrique. La diplomatie française est en train d'éloigner les pays africains M. Jean-Yves Le Drian devrait faire plutôt des efforts, de menacer la Grande Russie, c'est de chercher à ce que le Français Guy Brice Parfait Kolela soit enterré dignement et que l'on connaisse exactement la cause de sa mort pour que, le moment venu, il repose en terre. C'est ça la grande question. Monsieur Boukadia, un mot sur la situation actuelle au Tchad. Vous le savez probablement que le 11 avril dernier, les FACT ont lancé, disons, une offensive armée, mais une grande offensive qui a d'ailleurs coûté la vie au maréchal Idriss Déby. Quelle lecture faites-vous de ces événements? C'est toujours une tristesse quand on voit cette Afrique-là qui perd le président. Jamais en Afrique centrale, un président est là et on va le consulter. Et ça ne se voit que dans les pays de l'Afrique francophone. Ça ne se voit pas dans les pays de l'Afrique anglophone où les anciens présidents sont là, ils se promènent, ils voient la population, il est avec le peuple. Ce que personnellement je souhaite et je désire, c'est que les présidents restent en vie parce que c'est de la mémoire, pour que les nouveaux politiques aillent les consulter. Malheureusement, quand on voit la biographie de M. Idriss Déby, c'est exactement la même que celle de M. Sassou. C'est-à-dire? La politique qu'a menée M. Idriss Déby et la politique que mène M. Sassou est pratiquement identique. Ce sont les mêmes pratiques. Et donc, ces pratiques-là, forcément, quand la population, quand le peuple en a marre, se soulève, certains se transforment en rebelles. Bon, maintenant, je ne sais pas quelle est véritablement la raison de la mort de M. Idriss Déby. A-t-il été tué par les rebelles ou c'est au sein de sa famille? Je n'en sais rien. C'est pour ça que moi, je pense qu'au Congo, je ne cesse de dire que nous devons nous retrouver parce qu'il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on a fait fausse route, sauf à croire qu'il y a une ethnie, un clan qui a été choisi, qui a été oint par Dieu pour conserver le pouvoir et le transmettre de père en fils. Eh bien, malheureusement, Monsieur Boukadia, puisque vous parlez du pouvoir de père en fils, malheureusement, c'est ce qui semble se dessiner au niveau du Tchad, où le fils Déby a pris les rênes. Et curieusement d'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, l'ambassadeur français est allé lui rendre visite. Une façon de cautionner le coup d'État. Et naturellement une monarchie au Tchad. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi je respecte la France. Je respecte la France. Je suis en désaccord de certaines attitudes. Fort heureusement, ce que font les politiques français, ce n'est pas cela la France. Je redis que cette France que nous aimons, c'est aussi les Noirs d'Afrique noire qui l'ont faite, en particulier ceux qui sont venus du Congo, du Centrafrique, du Tchad aussi. Et d'ailleurs, je souligne, c'est en 1995, lorsque le président Jacques Chirac avait été élu, c'est à ce moment-là que j'avais fait une cérémonie en l'église du soldat, c'est-à-dire aux Invalides, une messe concélébrée par l'évêque de l'église du soldat et l'abbé Kimbembo, pour rendre hommage à tous les Noirs morts pour la France, que la France n'aurait jamais. Donc la France, les Noirs sont venus d'Afrique volontairement, c'était des engagés volontaires, pour aller se battre pour la mère patrie, mais la mère patrie ne les a jamais honorés. C'est pour ça peut-être que dans les écoles où on apprend l'administration française, on ne leur apprend pas que sans les Noirs, la France serait allemande, nazie. C'est grâce aux Noirs que la France, dont le général de Gaulle disait outragée, violée, mais libérée. Libérée parce que les forces qui l'ont libérée venaient de l'Afrique noire. C'est cette contradiction-là que nous ne comprenons pas. Je pense que M. Yves Le Drian, pour lequel j'ai beaucoup de respect,
par ailleurs, parce que nous nous connaissons par ailleurs. Et je pense aussi que le président Emmanuel Macron, qui s'est entouré, va bien s'entourer, que cette fois-ci, il va devoir orienter différemment la politique française. Mais le plus important, à mon avis, ce que je souhaite, j'appelle les Congolais de tous bords, j'appelle la diaspora, j'appelle tous les Africains qui souhaitent véritablement devenir des partenaires avec l'Europe, de nous unir. C'est parce que c'est en nous unissant que nous nous ferons entendre. La France ne comprend que lorsqu'en face, il se trouve devant un groupe soudé. Si aujourd'hui nous ne sommes pas entendus, si aujourd'hui Monsieur Jean-Yves Le Drian est allé, d'après ce que vous me dites, son ambassadeur, oui, c'est que les Africains ne se sont pas bien consolidés en disant qu'ils doivent se battre pour que les pays africains deviennent comme les pays de l'Union européenne, comme les pays des États-Unis d'Amérique. Je crois que nous avons cette capacité-là aujourd'hui. Nous ne sommes plus les Noirs qui ne savaient ni lire ni écrire. Aujourd'hui, nous pouvons, je m'exprime dans cette langue-là, la langue de la France. Et les mots que j'utilise ont le même contenu, les mêmes valeurs que la langue que les Français utilisent. Sauf si on nous a appris une langue, le français, dont le contenu des mots que nous utilisons, ce n'est pas le même avec la langue française qu'ils utilisent. Dans ces conditions, qu'ils nous le disent. C'est pour ça que lorsque au Tchad, la Constitution dit, d'ailleurs, je voudrais remarquer, ils ont créé le CMT. Conseil militaire, militaire de la transition. C'est la même chose que le CMP au Congo lorsqu'ils ont assassiné le président Marion Ngouabi. La seule différence, c'est que le CMP était moins friand en nombre de militaires et il y avait également des lieutenants et des capitaines, je crois, et des colonels. Mais au Tchad, il n'y a que des généraux. Ça veut dire que c'est la République des généraux. Maintenant, la question qui se pose, si maintenant les civils du Tchad se disaient nous n'allons pas travailler, ça aussi, on peut l'imaginer. Si maintenant le Tchad disait, la population civile du Tchad disait nous voulons aller à l'insurrection populaire, comme au Congo. Au Congo aussi, le peuple peut dire nous allons nous soulever. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais pour ce qui est, je le souhaite en tout cas pour le Congo, mon pays que j'aime bien, où j'ai la vision que tous les enfants du Congo, où le parfum de liberté flotte à jamais sur tout le territoire congolais, nous n'arrivions pas à cela, à la seule condition que nous devons aller à la conférence internationale des Nations Unies pour régler une fois pour toutes, si tant est qu'il y ait des choses qui nous divisent. Alors, Monsieur Boukadia, nous allons donc finir puisque l'heure qui nous est impartie est pratiquement à la fin. Alors, quels nouveaux enjeux géopolitiques au Sahel après la mort d'Idriss Déby, l'homme sur qui la France et pratiquement toute l'Union européenne jurait pour garantir la stabilité au Sahel? Et quelles leçons en tirer? En tout cas, il y a quand même lieu d'avoir des inquiétudes, puisque le Tchad, je crois, l'unique armée qui venait en soutien aux forces armées françaises dans les opérations Barkhane et la Minirka. Là, ça pose un véritable problème. Et j'ai appris aussi qu'il y a beaucoup de civils qui quittent le Tchad pour le Cameroun. Mais rien ne dit que dans ces civils, ces populations qui fuient, qui partent au Cameroun, il n'y ait pas des éléments de Boko Haram. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Cameroun? Et si jamais le Tchad n'était pas stabilisé, l'avancée de Boko Haram serait naturellement très, très importante et va envahir toute la sous-région. C'est ça le danger. C'est pour ça qu'il est temps que la France se ressaisisse et mette en place une solution au Centrafrique, au Tchad, qui permette la stabilité de ce pays. La présence accrue des militaires ne sont pas pour rassurer les populations. En tout cas, cette politique menée au Tchad n'est pas pour, personnellement, me rassurer pour le Congo-Brazzaville. Oui, mais Monsieur Boukadia, quelle est la leçon qu'on peut retenir
en fait, la mort d'Idriss Déby, allais-je dire, pour ces régimes totalitaires qui sont restés longtemps et on en compte un peu partout dans les pays d'Afrique francophone. Quelles leçons tirer sur ce qui se passe au Tchad? J'entends bien, monsieur Perrin. Moi, je ne veux pas de mon pays qui a déjà connu le drame d'un président mort qu'on assassine un autre. Parce qu'à coup sûr, les gens diront que les Bas-Congo ont assassiné Sassou Nguesso. Ça ne manquera pas s'ils veulent faire un coup d'état de palais comme au Tchad. Moi, ce que je souhaite, ce que je projette et ce que je veux pour le pays que j'aime, c'est que nous donnions la possibilité aux politiques de s'exprimer. Aujourd'hui, aucun politique au Congo ne peut s'exprimer. Donc, ceux qui peuvent s'exprimer sont à l'extérieur. C'est pour ça que je dis à tous les Congolais, retrouvons-nous dans une structure politique que nos partenaires attendent, que cette structure-là ne serait pas essentiellement théorique, parce que nous devons venir en aide à nos populations qui sont au Congo là-bas, qui va agir sur le plan économique. C'est ça la décision que nous pouvons, les conséquences que nous pouvons tirer de la situation du Tchad. Parce que il ne faudrait pas que les militaires qui sont autour de M. Sassou fassent la même chose. Comme d'ailleurs j'ai appris qu'il est en train de dire que si je dois partir du pouvoir, il faudrait que je sois tué comme Idriss Déby. Mais quel est ce président qui peut penser des choses comme ça? Vous tenez cela de qui? Écoutez, M. Christian Perrin, je ne dis pas des choses en l'air comme ça. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'il pense à ses petits-enfants quand même. C'est pour ça que... Mais cela veut dire que ce message, en fait, quand on traduit un peu ce message, on essaie de bien comprendre, cela veut dire que M. Denis Sassou Nguesso ne quittera jamais le pouvoir s'il n'est pas forcé de le quitter. C'est ce que vous interprétez, M. Christian Perrin. Oui, mais quand quelqu'un vous dit je souhaiterais probablement quitter le pouvoir de la même manière que Idriss Déby, ça dit tout, non? Non, c'est ce que vous interprétez. C'est ce que moi j'interprète. Moi, je dis ceci. Oui. Je dis ceci, que M. Sassou doit se rendre à l'évidence. Il a servi le pays, qu'il est bien servi ou mal servi, c'est chacun son appréciation. Mais qu'aujourd'hui, nous avons une situation qui est là, c'est qu'il y a un président élu qui est mort et que cette situation est susceptible de provoquer une insurrection. Et on sait quand l'insurrection commence, on ne sait pas comment elle se termine. Et quand Une dernière question, Monsieur Bougadia, on va terminer par là. Les Congolais attendent les résultats de l'autopsie du corps de Guy Brice Parfait Kolela. Et si jamais ces résultats contredisaient la version officielle de Brazzaville, qu'adviendrait-il? Voilà, il faut demander à M. Sassou qu'est-ce qu'il ferait. Mais merci. Lui-même, il connaît déjà la réponse, M. Christian Perrin. On ne va pas tourner autour du pot. Pensez-vous que, connaissant M. Sassou, fin politique il est, s'il n'était pas au courant, il allait piéger les magistrats, ses propres magistrats qui l'ont fait malgré lui, président. C'est lui-même qui a dit que M. Parfait Guy Kolela est parti dans la toute dernière ligne droite. Ça veut dire qu'il savait qu'il n'est pas mort du Covid. Merci, c'est par là que nous mettons donc terme à cette émission où nous avons une fois de plus reçu Monsieur Modeste Bougadia, président du CDRC, pour parler évidemment de l'affaire liée au décès de Guy Brice Parfait Kolela, dont les résultats de l'autopsie se feront encore attendre, mais nous avons également abordé le Tchad qui fait la une. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir une fois de plus suivis, de nous avoir consacré votre temps si précieux. Restez donc branchés sur votre canal TLR TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.